Aujourd'hui, 12 septembre 2017. Je vais vous parler de problèmes et mystères. C'est dans cette voie socratique qu'un philosophe contemporain, Gabriel Marcel, dans son journal métaphysique, a rénové cette distinction de deux ordres de questions. Les unes, scientifiques, relevant d'une physique du monde, et l'autre, philosophique, relevant d'une métaphysique de l'esprit. Ces questions sont de genres si différents qu'il a éprouvé le besoin et formulé les propos de les désigner par des termes différents. Il réserve au premier le nom de problème et au second celui de mystère. Un problème est une question dont les données sont devant moi. Objectum Gegenstand, extérieur à moi. Il n'y a problème pour moi, dit-il, que là où je me trouve avoir à travailler sur des données qui me sont ou que je puis tout au moins me rendre extérieur à moi-même, données qui me sont présentées dans un certain désordre auquel je m'évertue à substituer un ordre susceptible de satisfaire aux exigences de ma pensée. Bon, Gabriel Marcel, métaphysique dans être et avoir. On ne peut discuter le choix des termes, problème et mystère. Qu'a fait Gabriel Marcel pour désigner ces deux sortes de questions? Le terme mystère, notamment, peut se prêter à des interprétations fâcheuses. On peut préférer et proposer d'autres termes. On ne saurait cependant faire à l'auteur un grief de son vocabulaire, puisqu'il a pris soin de définir les mots qu'il a choisis pour traduire sa pensée. L'essentiel est la distinction fondamentale qu'il s'agissait d'expliciter de deux ordres de questions, les questions scientifiques et les questions philosophiques, qui sont profondément distinctes, ce qui ne signifie pas séparés, et qui différent avant tout par la version de leur intention, l'intention de l'une étant vertie vers le monde des objets, celle de l'autre convertie vers la profondeur du sujet, sa transcendantalité spirituelle et la transcendance métaphysique qu'elle implique. Nous ne saurions trop conseiller l'étude initiante du beau livre de M. Gabriel Bastide, La conversion spirituelle, paru dans la présente collection en 1956. Lorsque cette substitution est réalisée, le problème est résolu. Quant à moi, qui me livre à ce travail, je suis en dehors, en deçà et au-delà, comme on voudra, de ces données sur lesquelles il porte. Exemple, le problème astronomique. Un mystère est une question dont les données m'enveloppent et me pénètrent, dans lequel je suis inscrit, tandis que les problèmes sont devant le moi. Le moi est dans le mystère. Entre un problème et un mystère, il y a cette différence essentielle qu'un problème est quelque chose que je me rencontre, que je me trouve tout entier devant moi, mais que je puis, par là même, cerner et réduire au lieu qu'un mystère est quelque chose en quoi que je suis moi-même engagé et qui n'est pas conséquent, pensable que par une sphère où la distinction de l'en-moi et du devant-moi perd sa signification et sa valeur initiale. Son essence est de n'être pas tout entier devant moi. Exemple, la question de l'union de l'âme et du corps, la question du lien familial, voire peut-être plus généralement le lien social. Ces liens, je ne peux les placer idéalement devant moi, comme un objet, sans en méconnaître la nature essentielle. Ajoutons une observation encore. Les problèmes et les mystères, s'ils se distinguent ainsi profondément, ne sont certainement, cependant, pour nous, jamais entièrement séparés. Est-ce une raison que J. Gabriel Marcel parle de passage et de dégradé entre les uns et les autres? Je vais vous parler de l'anomie. Il découle souvent de cette situation de crise généralisée le sentiment de ne rien comprendre, de ne pas voir où cela conduit. Les problèmes surgissent de tous parts. On est confronté à plusieurs idéologies ou plusieurs logiques, dites rationnelles, de compréhension de l'univers. Et on constate qu'elles sont tout plus ou moins contradictoires. C'est d'autant plus difficile à comprendre qu'on est tenté d'adopter une position marginale considérée, elle, comme irrationnelle et souvent menaçante pour la société. Il serait alors possible d'affirmer que la société, dans ses institutions, est irrationnelle dans sa rationalité même, voire assez violente.
En fait, notre siècle n'aura pas volé au palmarès de l'histoire les plus grands prix de l'honneur. On cherchait en vain, aucune époque n'a vu se permettre autant de crimes à l'échelle planétaire. On pourrait dire cette époque anomique. Les faits anomiques correspondent aux irrégularités résultant d'une mutation en cours. Ces faits surprenants constituent bien, souvent, une remise en question de la règle elle-même. L'anatomie de la crise est anomique. L'anomie n'est pas composée de faits contradictoires puisque le système de contrôle cybernétique est prévu pour contrôler les événements contradictoires. Dans la théorie postmoderne, la déconstruction est, selon C. de la Campagne, la méthode de la lecture d'un texte visant à stabiliser son centre à partir d'éléments sémantiques empruntés à sa périphérie. Plus globalement, surtout lorsqu'il en est question d'analyser une culture, il s'agit de situer dans leur contexte de production leur interprétation donnée des phénomènes culturels. Quand on entend l'expression « il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain », il faudrait demander que faisait le bébé dans le bain. Dans la mesure où il n'y a pas de loi et de normes, mais elle est aussi paradoxale car il n'y a que des lois et des normes. Ainsi, l'individu est pris dans une spirale hallucinante. Il se demande, à juste titre, quel est le sens du progrès social. Comme l'écrit Barrell, l'anomie est reliée à l'angoisse qui connaît l'être humain lorsque les appareils intégrateurs de la société n'arrivent plus à discipliner les désirs humains qui deviennent vertigineux quand il est livré à lui-même. Le désir devient infini, ne sait plus sur quoi se fixer, se focaliser, s'objectiver, se refier, se réifier. La seule fixation possible est dans l'individu anomique lui-même. Il n'est pas pour autant un désir individuel, mais la condensation d'un individu d'un désir anonyme et collectif. Ce constat de l'invisibilité du sens de l'organisation sociale est au cœur de l'anomie. Finalement, l'enjeu de la crise de l'individu est de tenter de donner un sens à ce qu'il semble pas en avoir, sa vie et celle des autres. La période actuelle comprend donc un courant souterrain de changement dont le sens peut paraître difficile à saisir, d'être incompréhensible dans une perspective rationnelle. Ce sens se cache dans des faits anomiques. Les périodes baroques sont anomiques. Le baroque est un temps où les normes établies se vident de leur substance, où le désir, imprécis, vague, infini, déborde les objets dans lesquels, jusque-là, il s'épuisait pour s'épanouir dans une frustration incoercible dont l'artiste, le prince, le mystique, l'amant sont les dépositaires qui tourmentent les formes. On peut voir aussi que la crise, telle que vécue par l'individu dans sa compréhension de l'univers, en est une d'acceptation des normes. Faut-il penser comme on nous le dit? Faut-il agir comme on nous le recommande? La normalisation est-elle le vrai problème? À notre avis, la crise est la résultante de toutes ces questions et de toutes leurs réponses. La voie facile est celle de l'exercice. Il est bien sûr que si nous pouvions trouver l'exercice parfait qui nous permette d'atteindre rapidement tous les objectifs de croissance, ce serait idéal, compte tenu de notre appréciation de la loi du moindre effort. Comme le disait Musashi, l'action est un moyen de parvenir à la sagesse, et notre ambition devrait être d'y parvenir sans perte d'énergie inutile. Musashi, c'est un célèbre samouraï considéré comme un des grands maîtres de la tradition du Bushido, la voie du guerrier. Monter l'escalier sans s'essouffler, pratiquer la respiration abdominale plutôt que thoracique, s'abstenir de réagir aux attaques verbales, enfiler ses bas en position debout sans perdre d'équilibre, mémoriser une citation, se souvenir du titre d'un livre et du nom de son auteur, compléter une activité sans se laisser distraire, réduire ses déplacements lors de la préparation d'un repas, pratiquer la lecture rapide, s'abstenir de sacrer ou contrôler ses automatismes verbaux. Mémoriser le nom des gens lors d'une première rencontre sont autant d'exercices de maîtrise de soi que nous pouvons pratiquer au quotidien. Cependant, ces exercices impliquent un niveau d'éveil, un désir et une décision qui viennent de la capacité d'autosurveillance. Toutefois, le chemin le plus évident dans l'acquisition de la maîtrise de soi passe par la pratique régulière d'une discipline sportive.
Elle nous fait passer de l'incompétence à la facilité en passant par l'augmentation de la conscience et des compétences. Il nous enseigne à persévérer avant d'être récompensé de nos efforts. Le tout est arrivé à assimiler toute une gamme d'exercices de mouvement jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé dans l'intervention directe de la volonté. Les gestes parfaits deviennent intégrés, automatiques, comme si de nouveaux chemins s'étaient créés entre les nerfs qui combattent le mouvement et les muscles qui répondent à leur message. Un élément essentiel du développement de l'habitude et de l'aptitude au passage à l'action est le contrôle de ses peurs. C'est un point de départ intéressant pour aller plus loin et accéder à la maîtrise de soi. En fait, plus j'étudie les résultats des études effectuées sur le comportement, plus je constate que c'est souvent ce qui est sous la surface qui interfère le plus avec l'atteinte des objectifs souhaités. Les problèmes observables ne sont souvent qu'une solution inappropriée à un problème sous-jacent. On ne peut adéquatement soigner les effets sans intervenir sur les causes. Certains ascètes ont poussé leur empire jusqu'à pouvoir contrôler leur rythme cardiaque, d'autres jusqu'à saisir des mouches avec des baguettes, d'autres encore parmi nos modèles les plus contemporains jusqu'à marcher sur des charbons ardents. Si on observe que la manifestation, j'avoue qu'on a raison de se demander à quoi que ça peut bien servir, ici c'est la démarche qui est importante. C'est progressivement par paliers successifs qu'on acquiert plus de maîtrise. Un élément les relie entre eux. Ils sont capables de faire le vide et peuvent orienter leurs pensées de manière concentrée sur une direction de leur choix. La maîtrise de soi est un des facteurs les plus difficiles à acquérir, surtout quand les hormones se bousculent. L'adolescence est une période critique, comme d'ailleurs toutes les grandes crises de la vie, où les bouleversements hormonaux se conjuguent aux influences planétaires. La gestion des pensées et la gestion des émotions sont les deux premiers éléments à étudier. Mais ils n'ont pas à être abordés méthodiquement ou dans l'ordre. Il s'agit d'être conscient qu'à peu près n'importe quel exercice peut nous aider à développer plus de maîtrise de soi. C'est l'entraînement progressif qui amène de plus en plus de contrôle. Pour en conclure, je vais parler de la métaphore des limbes. Les limbes peuvent être intéressants pour cerner ce territoire du chaos. Nous serions en quelque sorte individuellement et collectivement dans les limbes. On est au centre d'un territoire revendiqué par différentes logiques explicatives, tradition, modernité et postmodernité. Une sorte d'antichambre du paradis ou d'une ère nouvelle. Le mot limbe vient du latin limbus, qui signifie bordure, lisière, frange. Au pluriel, limbi signifiait dans la langue ecclésiastique du Moyen Âge le séjour céleste situé au bord du paradis. Grand Larousse de la langue française, page 3054. Le mot a aussi le sens de vague, incertain. Et cela caractérise assez bien l'époque actuelle, très dynamique et source intarissable de connaissances diverses. Il y a du changement dans l'air. C'est dans le limbe que commence la prise de conscience des aliénations culturelles et des cerveaux mécanismes socioculturels. Il faut prendre conscience de la distance entre le sens et la signification d'une structure, d'une organisation ou d'un système et la recherche du sens de cette distance. Il est nécessaire d'avoir une vision dont le regard de l'intérieur vers l'extérieur est un sentiment que les choses peuvent changer fondamentalement, en délaissant ce qui a cours dans l'actualité. Il s'agit donc d'un endroit où l'on peut remettre en question un modèle de civilisation dépassée qui, à l'origine, était la critique de la tradition et de l'obscurantisme du Moyen Âge. Alors, si vous voulez visualiser, apprendre, prendre conscience, développer, communiquer, faire de la recherche pour découvrir des trésors cachés, pour prendre rendez-vous ou pour plus de renseignements sur la mission, contactez-moi à viehumaine@live.ca. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là.
je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisé et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.